Bon. Ok, vas-y. Amis téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue sur votre émission Diaspora en Action. Diaspora en Action compte dans... Trop de bruit là, ça rentre. Ok, la maison choisie. Ok, thank you. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre émission Diaspora en Action. Diaspora en Action compte désormais son quatrième tournage d'émission. Et ce soir, nous allons recevoir une grande personnalité africaine. Et M. Georges Polo. M. Georges Polo, c'est un ancien avocat des barreaux de Kinshasa. Et c'est un technicien du taxe sur les revenus. M. Georges Polo, bonsoir. Bonsoir, Papi Deb. Bienvenue sur notre émission Diaspora en Action. Merci beaucoup, c'est vraiment un honneur pour moi que vous puissiez m'inviter et m'adresser à votre audience. Ok, vous avez votre caméra à vous ici et pour moi c'est là-bas. Donc, merci d'avoir répondu d'abord présent dans notre invitation que nous avons adressée à vous et pour nous accorder votre temps parce qu'ici aux États-Unis, le temps pose beaucoup de problèmes. Et nous allons passer aux premières questions. Comment vous vous appelez depuis quand vous, j'y arrive, vivez ici aux États-Unis? Voilà. Donc je vais recadrer, reposer la question. Comment vous vous appelez et depuis quand vous êtes aux États-Unis? Merci beaucoup, Papi Deb, pour la question. Elle est intéressante parce que les gens qui nous suivent, quand ils voient mon visage, il y en a qui sont un peu dans la confusion parce qu'effectivement, j'ai exercé donc à Kinshasa comme étant avocat et les gens m'appelaient Maître Polo Polo. Alors, aussitôt arrivé aux États-Unis, j'ai essayé de reprendre mon prénom qui avait été abandonné avec la zaréanisation. Et puis aussi, il fallait se conformer aux lois américaines où on met un accent sur le nom de famille et le prénom ainsi que le post-nom. Alors, c'est la raison pour laquelle ici, les gens m'appellent Georges Polo. Mais quand vous ajoutez mon post-nom, donc c'est Georges Mungabendo Polo. Mais excusez-moi, ça n'a pas de lien avec Serge Polo. C'est un artiste célèbre camerounais qui s'appelle Serge Polo. Il n'y a pas de lien? Il n'y a pas de lien. Tout ça, c'est simplement c'est l'Afrique. Il y a une coïncidence parce que le nom Polo, il est répandu partout. J'étais surpris, surtout au Mexique. Beaucoup de gens portent le nom de Polo. Et il y en a même qui me confondent quand ils font des recherches sur l'Internet. Je reçois parfois des coups de fil en direct du Mexique et même des Californiens. Et Georges Polo, exactement, le même prénom. Et la différence, c'est avec mon post-nom, qui est long, vraiment africain, Mungabendo, Georges Mungabendo Polo. Alors, je disais, je suis arrivé aux États-Unis depuis le mois d'août 2001, et donc j'y habite, ça fait 18 ans, full. Voilà un peu après, et j'ai passé tout ce temps à observer l'Américain, observer les Noirs américains, observer les Blancs américains et observer aussi les immigrants qui viennent de l'Afrique et spécialement du Congo, comment ils se comportent. J'observe, je fais des recherches, je fais des analyses et ça m'a permis de voir quel est le vrai problème qui se pose en Afrique et spécialement au Congo. Vous traitez spécialement le problème juste des Congolais ou bien de tous les Africains? Dans le cadre de l'immigration, avant que je puisse poser la question qui va arriver. Bon, généralement, je dis aux confrères, aux amis qui viennent, il faut prendre au sérieux la profession qu'on exerce. Quand on est avocat, il faut prendre ça au sérieux.
tout avocat qui a pratiqué pendant au moins 10 ans au Congo, il est capable d'aller vivre dans n'importe quel pays au monde. Et on verra en lui, dans son raisonnement, le flair de l'avocat. C'est pour dire qu'on est avocat sur la planète Terre. Donc ceux qui sont à Kinshasa, qui ne puissent pas se minimiser. Et en étant ici, comme j'observe les gens, j'observe non pas seulement les citoyens américains, mais aussi donc les immigrants africains. Je connais les problèmes auxquels ils font face et j'essaie de les assister pour passer certaines formalités d'immigration. D'abord, le fait de comprendre un texte, même quand il est en anglais, voyez-vous, il faut utiliser le flair des juristes. Voilà, merci. Ok, nous allons passer aux deuxième question. Quelle est votre opinion sur l'immigration massive des Africains et spécialement de Congolais vers les États-Unis? Une question très intéressante, très profonde, mais d'entrée de jeu, je vous dirais, je n'encourage pas cette immigration massive pour deux raisons majeures. La première raison, c'est que l'intégration pose problème. Et la deuxième raison, c'est que le même environnement qui est envié aujourd'hui par les immigrants, cet environnement, on peut le créer en Afrique et spécialement au Congo, on peut le créer. Je vais revenir sur la première raison. Pourquoi l'intégration pose problème? D'abord, quand on parle de l'immigration massive, il faut voir trois catégories des immigrés. Les gens qui entrent aux États-Unis. Vous avez d'abord les réfugiés. Ceux-là, ils se retrouvent dans des camps de réfugiés à travers le monde, en Afrique, non pas par leur volonté, mais parce qu'il y a eu guerre ou il y a eu maladie, et ils sont donc dans des camps de réfugiés. Et les États-Unis, ils ont un programme de ce genre où ils envoient des agents sur place pour vérifier. Et ils prennent ces réfugiés, on les amène aux États-Unis. Donc ce n'est pas par leur propre volonté, mais parce qu'il y a eu une situation qui les a poussés vers là, et ils ont eu la grâce de se retrouver ici aux États-Unis. Et chaque année, nous avons beaucoup d'immigrants donc en provenance du Congo, donc dans des camps où on a pu identifier certains Congolais. Et vous verrez là-dedans, malgré certaines tricheries, parce qu'il y en a qui arrivent ici, vous les voyez, même quand ils déclarent les Congolais, mais en réalité, ils ne l'est pas, en voyant simplement la morphologie. Mais bref, ce n'est pas ça la question, ça, on peut y revenir dans un autre cadre. Mais ce qui est important, c'est que ce sont des réfugiés, ils se retrouvent aux États-Unis, non pas par leur volonté, mais parce que l'environnement de guerre a été créé. Et ils étaient obligés de quitter le sol congolais pour se retrouver, sauver leur vie. Alors, la deuxième catégorie, ce sont les gens qui jouent la loterie. Aujourd'hui, je crois que si vous faites une analyse, il y a beaucoup de maisons qui aident les Congolais à jouer la loterie. Mais ceux qui gagnent, qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont pas eu de famille d'accueil. Alors, quand ils arrivent ici, dans le lot de ceux qui gagnent la loterie, vous verrez, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des magistrats, il y a des chefs d'entreprise, il y a des chômeurs, il y a des étudiants. Vous trouvez toutes les classes sociales là-dedans. Et quand ils arrivent ici, dans leur esprit, qu'est-ce qu'ils recherchent? Le bien-être. Alors, vous vous rendez compte? Ils cherchent le bien-être. Et vous verrez, vous arrivez, quand nous le recevons, on pose des questions. Qui êtes-vous? Qui vous avez été au Congo? Et c'est le médecin, on lui dit qu'ici, vous entrez, vous n'êtes pas médecin. Vous devenez un citoyen ordinaire. Vous avez été magistrat, avocat, chef d'entreprise. Ici, vous devenez un simple citoyen. Parce que maintenant, vous devez vous intégrer. Donc, vous voyez ici l'objectif, le bien-être. Donc, quand je disais la première raison, c'est que l'intégration pose problème. Je vais donner un peu beaucoup plus de détails. Donc, la troisième catégorie, vous avez les touristes. Ceux-là, ils ont des possibilités au pays. Ils savent aller solliciter le visa à l'ambassade américaine. Ils passent l'interview, ils payent l'argent, ils payent leur billet. Ils ont une mission précise pour visiter les États-Unis. Mais il se fait que quand ils arrivent, ils voient comment les choses sont organisées. Ils prennent la décision de ne plus les tourner. Et maintenant, à ce moment-là, ils choisissent donc la voie de l'asile politique. Il doit préparer un dossier qu'il va soumettre pour avoir un statut immigrant ici aux États-Unis. Alors, quand je dis, lorsque vous voyez les trois catégories des personnes qu'on reçoit ici, vous verrez qu'il y a effectivement un problème d'intégration. Pourquoi il y a un problème d'intégration? Je prends l'aspect de la langue.
Au Congo, l'anglais n'est pas parlé. Et vous atterrissez dans un pays à anglophone, la première chose, il faut apprendre la langue. Il faut que vous soyez en mesure de communiquer. Et maintenant, les jeunes gens n'ont pas de difficulté, ceux qui ont moins de 21 ans, ils peuvent retourner à l'école secondaire, au niveau donc de ce que nous appelons chez nous 5e des humanités, et faire 2 ans au niveau de l'école secondaire. À ce moment-là, ils sont partis, ils seront admis à l'université, ils n'auront pas de difficulté. Mais ceux qui ont eu à exercer des fonctions au pays, ils ont plus de 25 ans, 30 ans, 40 ans, et ils ont des diplômes universitaires. Maintenant, à ce moment-là, il faut apprendre l'anglais. Et maintenant, c'est pas facile. C'est pas facile, parce qu'en entrant donc dans un programme académique, si vous êtes déjà un cadre universitaire, je crois que la meilleure chose, c'est d'entrer donc au niveau du collège de l'université et apprendre l'anglais académique. Et là, si vous êtes full-time, ça vous prend 2 ans. Mais entre-temps, vous devez vivre. C'est ça. Parce qu'ici, la vie est liée au travail. Vous devez vivre. Donc déjà à ce moment-là, ça pose problème parce que vous verrez la plupart des cadres qui arrivent, du moins ceux qui sont déterminés à apprendre la langue, ils peuvent passer 4 ans ou 5 ans au niveau de l'université pour apprendre l'anglais académique. Parce qu'il ne prend pas de cours full-time, il prend part-time. En même temps, il doit aller travailler. Donc à ce niveau, il y a un problème d'éducation. Et deuxième chose, ceux qui ont la chance d'avoir maîtrisé l'anglais à partir du pays, c'est une infime minorité. Oui. Mais maintenant, quand vous arrivez, vous voulez vous intégrer dans le cadre éducationnel. Et la première chose, il faut faire l'équivalence des diplômes. Et même quand vous l'obtenez, on va vous donner un titre qu'il faut. C'est comme moi-même, j'ai fait l'équivalence des diplômes. Et le grade qu'on m'a donné ici, on appelle ça donc master en art et la spécialité, le droit congolais. Donc voyez-vous, c'est le niveau de master degré. On vous donne un papier, on vous donne un diplôme de ça, équivalent. Mais vous allez aller enseigner, vous allez aller travailler avec les droits congolais. Parce que nous vivons aux États-Unis. Donc vous voyez déjà, il y a un problème sur le plan des droits. Et les médecins aussi ont des difficultés. Parce que quand vous faites l'équivalence, okay, on vous donne donc un titre donc, de master, mais vous ne pouvez pas exercer ici comme médecin. Donc ça fait problème. Maintenant, même quand vous devez essayer donc de réajuster pour entrer dans un programme donc de master, et ici on est très exigeant pour admettre les gens sur la cotation académique. Déjà, au niveau du Congo, l'enseignement supérieur universitaire, la manière dont les professeurs cotent les étudiants, ça ne s'adapte pas au modèle américain. Donc au Congo, à l'UNIKIN, moi j'ai étudié à l'UNIKIN, les professeurs sont contents ou ils s'enobéissent quand il y a peu d'étudiants qui réussissent. Ils sont contents. Et les gens fêtent parce qu'ils ont ce qu'on appelle donc distinction, c'est-à-dire 70%. Mais ici, 70% c'est C, c'est le grade C. Maintenant, quand vous présentez des cotes comme ça, quand on va faire l'équivalence, vous verrez, on vous dit, là vous avez eu C, là vous avez eu D. Vous n'êtes pas admis à l'université. Donc il y a un problème parce que le professeur qui enseigne donc au Congo, il doit savoir que les gens qui doivent l'évaluer, les coter, c'est les bons professeurs, ce sont les étudiants. Et il faut être content, même si vous avez 100 étudiants, 500 étudiants, que tous y réussissent. Ça vous donne une bonne réputation. Mais au contraire, c'est le contraire de ce que nous vivons en Afrique. Exactement, c'est le contraire. Donc, vous comprenez ici donc, que les Africains, et spécialement les Congolais, ils viennent donc avec des cotes très faibles. Donc, même quand tu es brillant, ils voient 70%, mais ils vous prennent pour quelqu'un qui est très faible. Et l'admission pose problème dans les grandes universités. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je dis l'intégration pose problème. J'ai pris cet aspect d'éducation des cadres africains ou congolais qui atterrissent aux États-Unis. Donc, il y a certaines exceptions de gens qui sont très brillants, qui ont fait des... je connais l'exemple d'un médecin qui arrive ici. Écoutez, il connaît l'anglais, il va étudier, il va passer les tests ici. Même quand il réussit à quelque part, on va les casser. Parce que pour exercer comme médecin, il faut que tu sois capable de communiquer avec le malade américain. Alors ceux-là qui doivent vous passer l'interview et quelque part, ils vont vous casser parce qu'ils verront que vous risquez donc d'aller tuer les malades. Et ici, la loi, elle est très sévère et le malade est très protégé. C'est un roi, les malades. Donc il y a un problème de culture ici.
qui fait que nous avons beaucoup de difficultés d'intégration sur le plan de l'éducation. Sur le plan d'éducation. Alors, je disais, je vais aller un peu plus vite, peut-être en posant des questions, je peux y revenir, mais je voudrais que l'audience comprenne pourquoi j'ai soutenu au début que je n'encourage pas cette immigration massive. Et c'est là que je dis la deuxième raison. L'environnement qu'on voit, ce qui est envié par les touristes, même par ceux qui gagnent la loterie, on peut le créer en Afrique, on peut le créer au Congo. Moi, j'aurais une question à poser là-dessus, parce que... Il n'y a pas de problème. On peut le créer au Congo. Cet environnement vous avez votre caméra devant vous. Oui, cet environnement peut être créé au Congo. Donc, quand je parle de l'éducation, les professeurs qui doivent se dépasser pour donner un enseignement de qualité. On n'est pas professeur simplement parce que par plaisir, ou bien on a défendu sa thèse de doctorat. Mais il y a le recyclage, parce que ce métier-là doit être protégé. Donc il y a beaucoup d'innovations qu'il faut apporter au Congo. Les métiers doivent être protégés. Vous êtes professeur, on doit vous évaluer chaque année, vous devez avoir des cours de recyclage pour conserver votre titre de professeur. Et les étudiants doivent vous évaluer. Il faut donner de bonnes cotes. 90%, ça montre, quand quelqu'un a 90%, cela veut dire qu'il est brillant. Et 80%, on appelle ça C, donc B. Mais quand vous donnez les 70%, ça c'est C. Donc vous n'êtes pas encore au niveau de l'éducation mondiale. Donc il y a encore un problème. Il faut créer cet environnement. Et comment le créer? C'est en faisant cette ouverture avec les universités donc, américaines. À ce moment-là, ils apprendront comment améliorer à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup d'innovation. Et autre chose, c'est que même donc, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, vous verrez aujourd'hui, on vous parle des différentes sections, sections littéraires, sections scientifiques. Ça ne s'adapte pas au niveau international. Parce que l'important au niveau de l'école secondaire, c'est qu'il faut inventer les cours de base qu'il faut enseigner aux enfants. Et c'est au niveau donc de l'enseignement secondaire qu'il faut essayer donc d'élever un enfant pour qu'il connaisse la mathématique, qu'il connaisse l'histoire, qu'il connaisse la physique, qu'il connaisse la chimie, les cours de base, qu'il connaisse le civisme. Donc ça, il doit connaître son pays, il doit connaître la géographie de son pays. Ce sont des cours de base, donc c'est une formation qui doit être universelle pour tous les enfants, et même l'informatique, et même donc le cours de langue. Un enfant qui termine, quand il lit même certaines correspondances des étudiants qui sont donc à l'université, mais c'est triste. Pourquoi? Parce que le français n'est pas enseigné. C'est un cours de base, parce que la première langue au Congo, c'est le français. Il faut l'enseigner au niveau donc de l'école secondaire. Et même donc au niveau de l'université, il faut enseigner le français donc avec un programme académique pour tous. Et insérer d'autres langues internationales comme l'anglais. Nous avons 6 langues internationales. Nous allons y arriver. Donc, ça, c'est au niveau, donc de l'éducation et au niveau social. Vous savez, les politiciens congolais, ils prennent beaucoup de temps à faire donc développement parfois qui ne rencontrent pas les préoccupations de la population. Mais il faut avoir une vision du développement. Et ce développement commence non pas dans la ville de Kinshasa. Ce développement commence à la base. C'est-à-dire au village, ça monte au groupement, ça monte collectivité, ça monte au niveau de la zone. À ce moment-là, lorsque le peuple est éduqué, que non, il y a des richesses à partir du village. Il n'y aura pas d'exode rural. Mais le Congolais aujourd'hui, il est content de quitter son village, il abandonne ses terres, et il est content d'aller vivre dans la capitale où il est sans maison, sans terre. Et il n'a pas d'emploi. Alors, avec un tel monsieur, quand il vit à Kinshasa, lorsque vous donnez l'occasion d'atterrir aux États-Unis, mais il va fuir. Parce qu'il n'a pas l'environnement qu'il voit ici. Donc, vous comprenez là, et rapidement j'ai dit... Monsieur Serge Polo. Georges Polo. Parce que là, je ne suis pas musicien, musicien africain. Voilà. Merci. Donc, ces fléaux-là, c'est partout, c'est pas seulement au Congo. Parce qu'en Afrique, on a un sérieux problème. On a le problème de nos dirigeants africains. Nos dirigeants africains, comme on dit en anglais, take long. Dès qu'ils sont au pouvoir, ils ne veulent plus laisser le pouvoir. Et ce qui cause le problème d'entourage. Le chef, il est fatigué, il ne coordonne plus bien, son entourage veut s'enrichir,
et on oublie que la population sont là et il faut s'occuper de leurs préoccupations. Donc, ce qui fait en sorte que ce qui cause, à mon avis, l'immigration vers l'Europe ou ici aux États-Unis, c'est parce qu'on n'est plus bien chez nous en Afrique. Parce que si ils pouvaient avoir le minimum, un peu de minimum du travail, parce que le travail c'est la vie. S'ils pouvaient avoir un peu de minimum, je pense qu'il y a beaucoup qui allaient rester certainement dans leur pays respectif. Mon cher Papi Dep, je disais que le meilleur environnement, on le crée. Déjà, vous avez soulevé un problème très important. Il faut avoir les moyens pour le créer. Les moyens, il faut le créer. Ça prend du temps, il faut y aller doucement, il n'y a pas de magie. Le tout réside dans le travail. Nous sommes dans la ville de Raleigh ici. Quand vous voyez le budget de la ville, il dépasse le budget de tout un pays, le Congo. 32 milliards de dollars. Rien qu'une simple ville de Raleigh. Et quand on est manager, le manager donc, de cette ville, l'argent qu'il touche, 275 000 dollars l'année, revenu annuel. Donc, plus même un ministre qui est dans le gouvernement Trump. Alors, dites-moi, le maire de la ville, donc le manager de la ville, qu'est-ce qu'il va envoyer donc d'aller à Washington pour être ministre? Ou bien donc quelqu'un qui travaille pour la cité, le salaire qu'il gagne, qu'est-ce qu'il a envoyé à quelqu'un qui est à Washington dans le gouvernement fédéral? Rien du tout. C'est la raison pour laquelle nous disons le développement commence à la base. Quand je vois ma zone de Lukula, je suis originaire de la zone de Lukula dans le Congo central. Si cette zone est arrangée, si elle commence à se développer et que vous travaillez pour le compte de la zone, qu'est-ce que vous allez faire à Kinshasa? Qu'est-ce que vous allez faire à Matadi? Rien du tout. Là, vous supposez. Je ne suppose pas. Qui parce que doit le faire? C'est vous, les enfants de cette contrée-là. Si vous ne faites pas, vous attendez l'État à le faire à votre place. C'est la raison pour laquelle je parle de vision du développement. Et quand on entre dans une vision de développement, il y a un grand travail à faire. La vision, vous pouvez la mesurer, je peux dire même à 400 ans. Pourquoi je l'ai dit? Regardez ce pays que nous admirons tous, a une vision de développement. Il y a les pères de l'indépendance. Et ces pères-là, ils ont implanté une vision des États-Unis. Et au point qu'aujourd'hui, donc, dans les écoles, cette vision, elle est enseignée. L'Américain, il se dit, je suis Américain. Il a le patriotisme, il a l'amour du pays. Là, on l'a vu. Hein? Donc, on lui enseigne. C'est pour dire qu'au Congo, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Il faut une vision de développement qui implique tout le monde. Qui doit donner cette vision? Cette vision, il y a toujours un groupe. Il y a un petit groupe, un noyau. Et quand il y a un noyau, donc vous avez une vision de développement, maintenant, il faut impliquer les institutions. Vous ne pouvez pas dire, je prends le pouvoir aujourd'hui, avec un mandat de 5 ans, que vous allez arranger le Congo. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est de l'utopie. Parce que ça, c'est rien, 5 ans. Mais il faut voir le Congo dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 400 ans. Et c'est la raison pour laquelle il faut enseigner ces choses aux enfants. Donc, l'éducation concerne non pas seulement la masse, mais il faut plutôt viser les enfants que vous prenez, que vous mettez à l'école primaire. Il faut qu'ils grandissent dans cette vision, dans cette vision de développement. C'est notre pays, c'est nous qui devons le développer. Nous devons nous mettre au travail. Mais si on ne commence pas, à ce moment-là, le pays prend toujours du retard. Et maintenant, les politiciens, à ce moment-là, ils en profitent. Tout le monde va être député provincial, tout le monde va être député national, tout le monde va être ministre. Et vous voyez donc qu'il y a la guerre tout le temps. Et lorsque nous observons, disons, mais il y a un problème au Congo. Vous êtes contre les députés ou contre les ministres? Je ne suis pas contre les ministres, mais si aujourd'hui, donc, moi, me disais, écoutez, si je réunis les conditions, vous pensez que ça m'intéresserait de vivre à Kinshasa? Mais je vais aller dans ma zone d'origine. Si on vous proposait un poste, ça ne m'intéresse pas parce que. Ministre. Ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas parce que il ne faut pas œuvrer dans un environnement où vous vous sentez étouffé. Parce que là, c'est notre domaine. Peut-être qu'on pourra développer cet aspect de la politique prochainement dans un autre cadre. Mais parce ici, on est sur le plan social. Ce que vous dites est vrai et vous avez le profil pour aller aider aussi votre pays. Donc, ce n'est pas mal si on vous nomme quelque part pour essayer d'encheminer les choses. C'est ce que je vous dis. Tout dépend de la vision du développement. Vous savez, vous pouvez avoir de bonnes idées. Mais lorsque ceux-là qui vous sollicitent
ils ne partagent pas la même vision avec vous. À ce moment-là, ils vont vous entraîner dans un schéma où vous êtes exposé à la corruption, à la concussion. Et là, il y a un problème. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Ça ne rencontre pas les valeurs que nous défendons. Donc, dans les semaines qui suivent, c'est la démission. Parce que ça ne rencontre pas les valeurs qu'on défend. On ne cherche pas le pouvoir pour s'enrichir. Non, on cherche le pouvoir pour aller servir un peuple. Et le peuple, il faut identifier quels sont les besoins. Donc, il faut avoir une préoccupation. Comment soutirer donc le peuple du gouffre? Et c'est pour ça que nous parlons de la vision. Et cette vision commence à la base. Donc, il y a un problème très sérieux au Congo, l'exode rural. J'ai encore vu, il y a un mois, donc, les images de mon village natal. J'ai eu des larmes aux yeux de voir comment les gens ont fui les villages. Vous abandonnez vos terres et vous allez à la cité pour être sans emploi. Et vous commencez donc à envoyer des messages par-ci, par-là. Il nous faut de l'aide. Mais qu'avez-vous fait de vos terres rurales? Donc ici, c'est pourquoi je parle. Ce n'est pas un problème uniquement du gouvernement. Mais cette masse-là, il faut la former. Parce qu'elle ne connaît pas ce qu'elle détient. C'est anormal de voir. Vous êtes propriétaire d'un terrain et vous êtes content de recevoir des Indiens ou des Pakistanais ou des Chinois. Et vous leur dites, voilà, dans cette rivière, il y a de l'or. Voilà, dans cette rivière, il y a des diamants. Venez exploiter. Et vous qui êtes les autochtones, vous devenez des porteurs de mallettes. C'est inacceptable. Cela veut dire que vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Mais regardez ça aux États-Unis. L'argent entre les mains de qui? Entre les mains de qui? Les agriculteurs. Ils sont entre les mains des agriculteurs. Ils ont des millions. Parce qu'ils ont investi. Ils ont des millions. Mais au Congo, tous ces villageois qui ont des terres, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils sont contents donc de recevoir les blancs pour être les porteurs de mallettes. Nous disons non. Il faut bien concevoir cette vision de développement. La vision de développement, il faut la partager et il faut impliquer tous, et les gouvernants, et la population. Mais il faut éduquer la masse. Parce qu'il y a des choses que nous voyons à travers les immigrés qui arrivent. Mais quand vous les regardez, vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, la notion de la ponctualité n'est pas connue. La notion de la communication n'est pas connue. Vous donnez rendez-vous à un Congolais, rendez-vous à 10h. Il s'amène à 10h30. Il trouve que c'est normal. Ça, c'est l'adage africain. Mais oui, mais justement, c'est pourquoi il faut éduquer. Il faut éduquer. Mais ce que j'allais dire, bon, quelle est votre pensée ou comment on peut appeler ça, votre analyse au niveau de l'Afrique en général, à travers sa culture? L'Afrique regorge beaucoup de richesses. Et dans le domaine de la culture, il y a moyen de hausser l'Afrique très loin. Quand vous prenez la musique, la danse, ou même donc voilà les sites touristiques, il y en a beaucoup. Mais souvent, les gouvernements africains ne prêtent pas tellement attention à ces choses-là dans le domaine de la culture. Alors que ça peut être une source de beaucoup de recettes. J'ai été visiter ici le site de Niangara. C'est à la frontière des États-Unis et le Canada. Mais quand je vis la manière dont ils ont aménagé et vous voyez des populations qui défilent. Combien d'argent entre dans ce domaine? C'est terrible. Oui, moi j'en ai vu en Columbus. Les eaux, oui. Les eaux de Columbus, c'est le décor africain. Oui. Donc tout, parce que je me suis retrouvé en Afrique quand je suis rentré dans ces eaux-là, c'est tout un décor. Nos terres africaines, nos arbres, les girafes et tout ça, tous ces animaux-là se retrouvent dans ces eaux-là. Mais on paye par tête $45. Oui. Oui. Mais du monde qui a, tu te poses des questions, mais c'est beaucoup d'argent. Exact. Donc c'est pour vous dire pourquoi pas nous qui avons tous ces animaux-là, nos animaux-là finissent dans les marmites. Par contre, ici, les animaux régénèrent de l'argent. Comment on n'arrive pas à exploiter aussi je crois que j'ai fait mention à votre préoccupation. Les gouvernements africains, ceux qui viennent les animer, la plupart, ils ne viennent pas pour servir la population, ils viennent pour s'enrichir. Et quand déjà on a cette mentalité,
on fait reculer l'Afrique en arrière. On crée un gouffre. Mais le pouvoir, il ne faut pas en faire une profession. Le pouvoir, vous venez pour servir. Quand vous examinez ici aux États-Unis, la plupart des sénateurs ou des congressmen, donc c'est l'équivalent des députés, la plupart, ce sont des millionnaires. Donc, il a d'abord son argent avec lui et il dit maintenant, je n'ai plus de soucis d'argent. Alors, il est temps pour moi d'aller servir le peuple américain. Okay. Oui, mais au Congo, on fait l'inverse. Très vite. Vous n'avez rien et vous allez donc au pouvoir pour aller voler, pour aller vous enrichir. Donc, c'est toujours le contraire. Pour moi, il faut décourager certains jeunes Africains de suivre la politique parce qu'il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire en dehors de la politique. Absolument. Parce que tout le monde trouve un peu facile de rentrer dans la politique parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et nos gouvernants pouvaient aussi décourager les jeunes, certains jeunes dans ces secteurs politiques. C'est la raison pour laquelle promouvoir d'autres activités. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une vision de développement. Ici, vous l'avez observé, tout le monde est préoccupé par le travail. Le temps est précieux. Le temps, c'est de l'argent. Et c'est ce qu'il faut créer donc dans les pays africains. Il faut créer des emplois. Chaque individu, chaque citoyen, quand il se réveille, il se dit « je dois aller travailler ». Maintenant, donc, la politique devient, justement, pour ceux qui ont déjà assez et qui trouvent que le moment est là pour aller servir les autres. Nous sommes pratiquement vers la fin parce que ça a pris plus de temps et les questions sont tellement intéressantes et puis les réponses parce que on aurait pu continuer. Et ma question, vous êtes quitté la RDC depuis 2001, je crois à l'époque c'était Laurent Désiré Kabila qui était le président. Il y avait déjà Joseph Kabila, il était déjà président. Son papa, le fils. Papa de... Non, le fils. Ah, ok. Oui, c'est au mois d'août 2020, donc il était déjà président. C'est-à-dire que vous êtes parti près de 20 ans du Congo. Vous avez des collègues, les amis, il y en a qui sont certainement mieux placés dans ce pays-là. Mais pourquoi pas retourner, aller aider le pays à avancer de l'or qu'il y a un nouveau président qui est arrivé, qui a une vision aussi large et démocratique. Vous posez une question pertinente qui est liée à la politique. Souvent même certains amis qui sont ici, ou même certains Congolais qui ne comprennent pas ce que c'est la politique, ils vont vous crier pour dire mais pourquoi vous ne rentrez pas au pays, mais telle personne, pourquoi vous ne rentrez pas au pays? Dans le domaine politique, on ne rentre pas au pays de cette manière-là. Qui va vous prendre? Vous croyez que la politique, vous dormez, vous réveillez pour quelqu'un, vous prend et vous donne